Bonjour et bienvenue dans le garage. Il n'y a pas si longtemps, je m'étais dit, bon, tu as déjà présenté pas mal de lasers, je pense que tu as fait le tour, tu vas arrêter avec ça parce que tu vas saouler les gens. Et pourtant, aujourd'hui, je vous présente un laser. Mais il a des atouts. Il a un système d'autofocus de l'axe Z, il fait 20 watts et il fait un super travail. J'en dis pas plus, on passe au montage et je vous présente tout ça après. Le laser n'arrive pas dans un carton, mais dans 3 cartons. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être pour des soucis de protection pour le transport. En tout cas, ça fait beaucoup de cartons. Ça ne me dérange pas trop parce que ça se recycle. Par contre, ça fait aussi beaucoup de plastique, je pense. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, on a le manuel. On a le premier point fort du produit, un chemin de câble. C'est fini, les machines avec les câbles qui se promènent. Ça, c'est super. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Et on voit que dans le chemin de câble, on a un air assist prévu, c'est-à-dire que le tuyau va arriver directement dans la tête de laser, on n'aura pas besoin de s'embêter à l'enfiler. Attention, l'air assist c'est une option sur cette machine, malheureusement, ça devrait être de série ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Compliqué à déballer. Ah oui, c'est déjà attaché en fait. Tout ça, c'est attaché à la face avant de la machine. Ok. Et avec ça, on a la lime. Quelques échantillons. La tête laser. Deuxième innovation du laser, le support Z qui est autofocus, c'est-à-dire qui est équipé d'un moteur pas à pas qui va permettre de faire la focale tout seul. Ça, c'est génial. Un moteur. Des trucs. Bon, finalement, ce qu'on retrouve dans ces 3 cartons, c'est somme toute assez classique. On a la face avant, la face arrière, les deux côtés et l'axe Y. Un peu d'électronique, donc évidemment l'alimentation, le câble USB, la quincaillerie pour le montage, l'axe Z et la tête. On a aussi bien sûr des lunettes et quelques échantillons et un bout de plastique que je n'ai pas identifié. On verra ça ensuite quand j'aurai lu la notice. Bien sûr, il y a aussi la notice qui est plutôt épaisse, qui est en 2 langues, donc ça a l'air assez détaillé. Donc c'est de l'anglais et de l'allemand, pas de français. Allez, je vais la lire et ensuite j'attaque le montage. C'est parti. Bon, une petite précision avant de commencer. Déjà, vous pouvez utiliser soit la notice, soit vous prenez directement la carte SD de la machine et dedans, il y a un lien vers des tutos YouTube. Et moi, j'aime bien YouTube pour ces tutos. Donc, je vais plutôt faire ça, même si j'ai lu la notice, bien sûr. Et deuxième point, j'utilise une visseuse plutôt que les clés Allen. Ça me permet déjà de serrer régulièrement. Alors attention, dans ce cas-là, bien sûr, vous mettez le couple de la machine au minimum. Là, vous voyez, si je la tiens à la main, je l'arrête. Voilà. Et ça va plus vite et c'est plus confortable. La première étape, c'est de monter le cadre. Donc la notice donne tous les détails, bien entendu. Les vis sont identifiées très clairement dans des sachets séparés. Ça, c'est pas mal pratique. Par contre, au début, bien sûr, c'est pas stable. Alors d'abord, je mets les vis, mais je ne serre pas. Et quand la pièce est bien en place, c'est pas un petit peu de travers, là, je peux serrer. Alors déjà, le cadre n'est pas fini de monter et c'est déjà hyper stable. C'est une très bonne chose d'avoir fait un cadre fermé à l'avant et à l'arrière. Ça participe beaucoup à la rigidité de la machine. Alors il faut bien penser à installer la courroie dans la poulie avant de monter les côtés de la machine. Voilà, quand on est en place, c'est emboîté nickel. Voilà, le cadre est déjà monté et
Là, il est parfaitement d'équerre. Bon, par contre, là, je suis allé trop vite. J'ai monté le cadre, mais j'ai pas aligné ces deux pièces. Ce qui fait que, finalement, l'axe qui va être ici, il faut évidemment qu'il soit d'équerre par rapport à cet axe-là ou à celui-là. Et là, c'est pas le cas. Or, si je bouge cette pièce-là, je me rends compte que celle-ci bouge aussi. Pourquoi? Parce que les poulies sont déjà raccordées. D'habitude, ça se fait après. Donc, bon, c'est pas très grave. Je vais me débrouiller pour réaligner tout ça. Le plus simple, ça va être de désolidariser, par exemple, cette poulie et de me mettre en butée. Alors, attention au câble. Voilà, si là je suis en butée, je devrais être en butée là-bas aussi, pour être d'équerre. Voilà, maintenant mes deux pièces support d'axe sont parfaitement alignées, c'est nickel. On peut maintenant régler le jeu des galets ici. Alors le but c'est de pouvoir se déplacer comme ça sans effort et sans qu'il y ait de jeu comme ceci. Et donc pour faire ce réglage, on peut jouer sur l'axe qui est excentrique en utilisant cette clé plate et en tournant d'un côté ou de l'autre. Là je ne vais pas le faire parce que le réglage est parfait. On doit aussi régler les tensions des courroies et pour ça je vais retourner la machine pour vous montrer le système de tension de courroie qui est plutôt bien fichu. Et là du coup le réglage va se faire en vissant ou en dévissant la vis du milieu. Et ce coup-ci je ne le fais pas à la machine, je le fais à la main parce qu'il faut y aller mollo. Bon, maintenant, on va positionner l'axe mobile. Et là, pour ça, on a 4 trous. Et attention, sur ces 4 trous, on a 3 tailles de vis différentes. Donc, il faut bien lire la notice. Bien faire attention à mettre la pièce dans le bon sens. Alors, de ce côté-là, c'est les vis de 5 par 40. On en a 2. Encore une fois, je mets en place et je ne serre pas. Et de ce côté-ci, il faut passer par-dessous la machine. Alors, à l'extérieur de la machine, on a une vis de M5 par 20. Et à l'intérieur, c'est une M4 par 16. Là encore, on a le système de réglage excentrique. Et là encore, c'est pas la peine de régler, c'est parfaitement fait d'usine. Maintenant, il faut monter le support de la tête laser ici. Et ça se fait avec 4 vis, tout simplement. Alors. Ah, là, ça passe pas. Maintenant, il va falloir passer le chemin de câble. Donc, on passe tout ça par là. On récupère la fin du chemin de câble. Il y a un sens, parce que le chemin de câble, il ne se plie pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, oui. Donc, il va se monter comme ça. Et il va se monter ici. Et là. Voilà, comme ça. Alors, on met 2 vis ici. Et 3 vis là. L'étape suivante, ça se passe derrière le boîtier de commande. On va installer le capteur de fin de course ici. Là, au passage, c'est un fin de course mécanique. Et on va l'installer avec 2 vis là. Et cette platine, elle est assez grande parce qu'en fait, elle va réceptionner aussi le chemin de câble qui va aller le long de cet axe. La platine est installée. Maintenant, on va installer cette pièce-là qui va supporter le chemin de câble et ça se fixe ici. Avec 2 vis, toujours des vis, toujours des vis. Alors, attention, il y a un petit piège. Le câble ici, il doit passer au-dessus de la platine et pas dessous. C'est pas marqué dans la doc parce que pour des raisons de clarté, il montre les chemins de câble vides. Mais c'est quand même important de le savoir. Donc, le chemin de câble, il va venir ici. Ce câble, il est rigide hein, quand même. Voilà. Et il va venir se fixer comme ça. Là, je ne serre pas trop hein, parce que c'est du plastique. Et je ne voudrais pas passer à travers, même au couple mini. De toute façon, ça tiendra. Et le haut du chemin de câble, il vient ici. Maintenant, on vient raccorder le câble marqué X ici avec celui-ci qui est aussi marqué X. Voilà, comme ça.
Maintenant, on va monter le moteur X. Alors, il faut juste le positionner avec la connectique de ce côté-là. Il reste à tendre la courroie. Le réglage de la courroie, il se fait de ce côté-là. Et cette fois-ci, ça se fait sans outil. On a une molette pour régler la tension. Et curieusement, contrairement à d'habitude, on peut régler la tension, alors que ce soit avec une vis ou une molette, ça ne change rien. Mais par contre, en général, on a aussi une vis qui permet de verrouiller le tendeur en position. Et cette fois-ci, il n'y a rien. Je vois qu'il y a par contre un autocollant avec ce tensionneur a été mis à jour. Donc bon, très bien. Écoutez, plus on tend, plus la molette est dure. Mais elle ne bouge pas, elle ne recule pas d'un dixième. Donc ça m'a l'air de marcher. Il faudra peut-être quand même vérifier de temps en temps la tension de la courroie. Alors je vais maintenant monter la tête laser. J'y ai monté dessus déjà la connectique pour l'air assist. Cette connectique, elle est fournie de série, mais l'air assist, lui, n'est pas fourni, c'est une option. Et encore une fois, c'est bien dommage parce que ça devrait être de série. La tête est très bien protégée, elle est carénée sur les 4 côtés. On a un petit passage ici, mais bon, c'est à l'arrière. Et ici, on a un verre polarisé. Ce verre polarisé n'empêche pas de porter des lunettes, bien entendu. Pour fixer la tête, on a une butée ici qui vient s'appuyer là. Et on va donc placer la tête comme ceci, en butée. Et ensuite, on va visser 3 vis de ce côté et 2 vis de l'autre pour maintenir la tête en place. Donc là, j'y vais à la main parce que la visseuse ne passe pas. Et vu le diamètre des vis, il ne faut pas trop serrer. De toute façon, ça ne sert à rien. Bon, la machine commence un petit peu à ressembler à un laser, mais avec des fils qui pendent, donc on va arranger ça. À l'arrière, on a le moteur Y qu'on va raccorder. Ça se passe dessous. Le moteur X, il se raccorde ici. Attention au sens des connectiques, bien sûr. Ce câble, je l'ai raccordé tout à l'heure. Alors, de ce côté-là, on a cette connectique qui s'appelle E. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elle a une copine ici. Ah oui, E, ça doit être end stop, c'est-à-dire fin de course. Z est là. Peut-être plus malin de passer comme ça. Ici, on a le moteur pas à pas pour le focus, donc c'est bien Z. Comme ça. Il reste à brancher le laser. Donc lui, il va dans ce sens-là. Et la partie pneumatique que je vais passer par ici. Et directement là. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, vers le module de commande, il reste une connectique, c'est le moteur Y, a priori. Il faut raccorder comme ça. Et ça, je ne vais pas le laisser traîner là, je vais le sortir par là. Voilà, donc là, on est à l'entrée du chemin de câble, côté boîtier de commande. On a ces fils qui pendent, c'est pas très joli. Alors, je vais les fixer au chemin de câble parce que je pense que j'ai pas la place de les mettre à l'intérieur. Pour ça, je vais y passer un colson. Voilà, ça évitera que ça se balade. Bon, j'ai rajouté quelques colsons pour pouvoir fixer le câble de l'axe Y ici dans le cadre, comme ça on ne le voit pas. Un petit colson ici pour éviter que les fils ne viennent dans les poulies. Ici aussi pour éviter que le câble électrique du laser et le tuyau d'air ne viennent dans la partie mobile ici. Là, j'ai un colson ici pour pouvoir rapprocher ce câble ici pour éviter qu'il ne vienne par là parce que ici c'est mobile. Et ça peut frotter sur les câbles et à l'usage, c'est pas bon. Et ce petit colson ici, c'est pour la même chose pour le tuyau, sauf que là, je suis obligé de ne pas serrer pour ne pas écraser le tuyau. Voilà, maintenant, avant la première mise en route, je m'assure que sur tous les axes, on n'ait aucun frottement. Là, on est bien. Là aussi. Et là aussi. Bon, ça m'a l'air bien, on va faire les premiers tests. Mais avant, il va falloir configurer les logiciels. Alors, les boutons personnalisés, ils sont sur la carte SD, mais c'est dans un fichier zip. Donc, il faut d'abord commencer par extraire tout. Sinon, on ne va pas pouvoir utiliser les fichiers directement dans GRBL et Lightburn. Voilà, et maintenant, dans Laser GRBL, je vais dans la zone des boutons ici. Je clique droit là où il n'y a pas de bouton et je fais importer un bouton personnalisé. Je vais dans le répertoire que je viens de créer.
Et je vais chercher dans le répertoire laser GRBL, software bouton, et voilà. Et ensuite, je fais oui tout le temps. Et voilà. Alors, pour Lightburn, la machine est connectée par USB à l'ordinateur. Je clique sur Appareil ici et je fais Importer. Je vais chercher toujours sur la carte SD, cette fois Lightburn. Software Configuration et graveur. Voilà, et maintenant j'ai mon graveur qui apparaît dans la liste, je le définis par défaut. Et je fais OK. Alors l'installation de la machine a créé des macros ici qui honnêtement sont discutables. Alors par exemple, ici Z-Lift 20 mm, c'est censé relever le Z de 20 mm. Le problème, c'est que si je clique dessus, il ne se passe rien, plutôt j'ai une erreur, la vitesse d'avance n'a pas encore été définie. Et si on regarde le code, alors je vous rassure, hein, c'est pas compliqué, j'ai un Z20, ça veut dire déplace-toi sur l'axe Z de 20 mm. Sauf que là, il faut une vitesse, donc il va rajouter une vitesse par exemple de F500. Donc je modifie la macro, et maintenant, si je clique là-dessus, mon Z va se relever de 2 cm. Ça, c'est pratique pour éviter d'abîmer la pige qui se trouve dessous. On a aussi la fonction Engrave. Alors, elle va faire une origine de l'axe Z, donc le 0. Ensuite, elle va passer en mode relatif ou absolu, je ne sais plus. Et ensuite, elle va déplacer l'axe Z 0. Encore une fois, il faut la vitesse. Voilà, donc c'est rectifié. Ensuite, on a 3 macros qui est coupé à 2, à 3 et à 5 mm. Alors là, le fabricant, il a considéré que pour couper, ça serait intéressant de faire d'abord une origine, ensuite de passer en mode de déplacement relatif ou absolu, et encore une fois, et cette fois-ci, on descend le Z de 1 mm pour couper à 2 mm. C'est-à-dire qu'on met la focale du laser à la moitié de l'épaisseur du matériau. Si je regarde 3 et 5 mm, ça sera pareil, je regarde juste 5 mm. Là, on voit qu'on descend Z de 2 mm et demi. Alors c'est pas mal, mais il y a plus intelligent. Ce qu'on va faire d'abord, c'est une macro, celle-ci qui reste là. On va l'appeler autofocus par exemple. Et on va juste demander une origine machine pour l'axe Z. Donc ça sera $HZ. OK. Si je clique sur la fonction maintenant, je vois que ça marche. Ma tête laser va s'initialiser toute seule. Donc elle va chercher le 0. Elle le trouve, elle remonte, elle redescend doucement. Voilà. Et puis elle sait qu'elle a fait son 0. Donc là, on est dans la position pour pouvoir graver, mais aussi pour pouvoir découper. Et ce qui est intéressant pour découper des matériaux épais, c'est de faire d'abord la focale sur le sommet de la pièce. Pourquoi? Parce que c'est là que le rayon est le plus fin et donc il est le plus puissant. Et ensuite, après une première passe, par exemple, on peut lui demander de descendre de 2 ou 3 mm et de refaire une passe. Puisque la machine est capable de déplacer son axe Z, c'est à mon avis comme ça qu'on peut l'utiliser le plus intelligemment. Plutôt que de faire, comme le fait le fabricant, une coupe à 2 mm en faisant la focale dans la moitié du matériau, alors déjà, c'est pas très malin pour deux raisons. Pourquoi? Parce que la première passe, la focale va pas être nominale, et il n'y aura qu'une seule passe avec un laser de 20 watts sur du matériau de 2 mm. Donc cette macro-là, je vais la remplacer par Z-2 mm. Et donc là, je vais faire mon origine machine, même pas, je considère que je l'aurais déjà faite, et je vais faire un Z-2 pour descendre de 2 mm à la vitesse de F300. Et donc là, quand je ferai mon Z-2 mm, je descendrai ma tête de 2 mm. Je pourrais, par exemple, faire une passe de découpe, ensuite cliquer sur ce bouton pour descendre le Z de 2 mm, et refaire une passe. Et je peux faire la même chose ici, Z-3 mm. Alors pour l'instant, je mets ça, mais je ne sais pas qu'est-ce qui sera pertinent. Voilà, et puis un Z-5 mm. Voilà. Et ce Z-Lift 20 mm, je vais le renommer en Z plus 20 mm, histoire d'être cohérent avec les noms des autres macros.
Voilà, donc là je remonte mon Z de 20 mm. Là je le descends de 2. Là je le descends de 5. Et là je le descends de 3. Alors évidemment, j'ai pas besoin forcément des boutons macro. Il suffit d'aller dans le menu déplacer ici. Et je vois que je peux descendre ou remonter mon Z. Par pas de 2 mm dans ce cas-là. Donc là je remonte de 2. Et voilà, donc je pourrais aussi passer par ce menu-là, entre deux passes de coupe, pour pouvoir faire mes déplacements. Mais ce qui est intéressant, c'est de, par exemple, générer des macros pour pouvoir faire une passe, descendre de X millimètres et refaire une passe pour avoir des coupes beaucoup plus efficaces. C'est à mon avis un des grands intérêts d'un Z motorisé. Bon, maintenant que la machine est montée et configurée, on va l'optionner un petit peu. Ça, c'est exactement ce qu'il vous faut pour améliorer vos découpes et vos gravures. Et ça, c'est une pompe à air, c'est un air assist. Donc, c'est livré en option, malheureusement. Ça devrait être de série, idéalement. On a là-dedans une pompe à air dans une jolie boîte. On a... C'est quoi, ça? Ah oui, je vois. Un adaptateur pour un laser, mais qui n'est pas celui-là. Certainement la version 10 watts. Parce que le boîtier est trop petit par rapport au laser 20 watts. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et là-dedans, on a toute la connectique et les outils pour le monter. Donc sachant que j'ai déjà d'origine sur la machine une durite. Voilà, donc du coup, il n'y a pas besoin des accessoires. Et j'ai plus qu'à brancher la lime ici. Et ça au secteur. Alors le câble est court. Et voilà, et maintenant, du coup, avec ce potentiomètre, je peux régler la puissance de soufflage. Et l'air arrive directement sur la buse au niveau du laser. Deuxième option sympathique, celle-ci, elle sera pour les découpes. C'est une structure en nid d'abeille pour pouvoir supporter vos matériaux à découper. Alors ça, c'est excellent parce que ça va vous permettre de surélever la machine, de laisser un flux d'air dessous et de pouvoir avoir un support très plat. Avant, j'utilisais une grille de four. Malheureusement, la grille, elle est souple. Et avec les coups de chaleur qu'elle a pris, vous voyez, eh ben, elle a commencé à se courber et elle est plus droite. Donc, on n'a pas un appui génial, ce qui fait qu'on n'est pas forcément avec le matériau toujours à la même distance du laser. Et ça peut jouer sur la qualité et ça joue aussi sur mes nerfs. Du coup, j'ai décidé de prendre ceci. Alors, on a une plaque en métal qui va se mettre sous la grille. Et donc pour ça, on a aussi donc 4 pieds antidérapants en caoutchouc, dans 8 même. Et on a des taquets. Alors ces taquets, c'est pratique. Donc là, j'ai un bout de carton, mais imaginez par exemple que ce soit un bout de contreplaqué et qu'il soit voilé comme ça. J'exagère bien sûr, hein, c'est juste pour visualiser. Et bien avec ces petits taquets qui ressemblent à ça, vous pouvez les enfiler n'importe où. Et non seulement vous allez pouvoir caler votre matériau, mais en plus vous allez pouvoir le maintenir appliqué à plat, sans outils et sans effort. Vous voyez? Donc ça, c'est pratique. Alors malheureusement, la pompe à air et cette grille sont des options. Clairement, ça devrait être de série, quoi. C'est tellement utile. Par contre, c'est neuf, hein. J'arrive pas à les enlever. Bon, on a aussi 4 coins, là. Ces coins, pour l'instant, je les enlève. Ça va me permettre de mettre la plaque dessous. Alors la plaque, voilà, on va la mettre dans ce sens par exemple. Donc je la mets dessous et je la coince avec les angles. Tout simplement. J'aurais pu enlever la protection. Effectivement. Ça évitera qu'elle chauffe et qu'elle fasse de la cochonnerie. Alors le montage il est très simple. Voilà, c'est fini. Alors, la plaque ici, elle fait 40 par 40 cm. C'est moins que les capacités de la machine. Et pour la plupart des découpes, ça va largement suffire. Alors par contre, maintenant, attention, il faut considérer que le bas de la machine, c'est le haut de la plaque. Et donc, ma tête de laser, elle est trop basse. Donc si je ne fais pas attention et que je la déplace, eh ben, je vais déplacer mon plateau et je vais peut-être abîmer la machine. Donc je vais commencer par relever le Z.
J'en ai pas besoin, mais je vais faire l'autofocus tout de suite. Voilà. Bon, ceci étant dit, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Je vais pas faire des découpes tout de suite. Je vais d'abord faire des tests. Le premier test, ça va être de parcourir 10 fois la distance de ce carré. Ce carré fait 25 cm de côté, ce qui fait 1 mètre de circonférence, ou de tour. Et donc le faire 10 fois, ça va faire une distance de 10 mètres. Et ça va me permettre de mesurer la vitesse max. En termes de vitesse, justement, je me déplace à 10 000 mm par minute, parce que c'est le maximum théorique que donne le constructeur. Et la puissance du laser sera de 0, parce que là, je ne veux pas graver, je veux juste faire un test. Donc j'ai dit que je voulais faire 10 tours pour faire 10 mètres. Et on va chronométrer ça. Alors je branche la machine. Je vais les brancher parce qu'elle fait du bruit. Même à l'arrêt, le ventilo tourne. C'est pas le cas de toutes les machines, ça d'ailleurs. Je vais faire le 0, il vient de se faire. Et puis je vais démarrer et chronométrer. Attention, 3, 2, 1, top. Oula, je crois qu'on est loin des 10 000 mm minute là. Et voilà, donc on est à peu près à 1 minute 12 parce que j'ai mis 2 secondes à l'arrêter. Mais d'ailleurs, c'est marqué là, je ne vais pas m'embêter à chronométrer. Le premier test a permis de calculer la vitesse en faisant un déplacement, un arrêt, puis un déplacement dans l'autre sens. Le deuxième test va consister à faire 10 fois le tour d'un cercle de 31,83 cm de diamètre, ce qui correspond à peu près, presque, à 1 mètre de circonférence. Donc, c'est le même test, je veux dire la même distance, sauf que cette fois-ci, au lieu de se déplacer sur un axe, de s'arrêter et puis se déplacer sur l'autre, il va falloir que la machine synchronise les deux axes simultanément. Allez, je branche la machine et c'est parti. Et cette fois-ci, on a mis 1 minute et 1 seconde. C'est pas mal. Bon, étant donné que la tête laser fait 20 watts, je ne vais pas m'embêter à faire des tests pour savoir si ça découpe du premier coup 5 mm. Bien sûr que ça va le faire. Je vais directement passer au test de découpe le plus compliqué que j'ai fait passer à tous mes lasers. C'est ce bout de bois qui fait 18 mm et quelques d'épaisseur, mais surtout qui est très dense. Tous les lasers n'ont pas réussi à le passer. Et pour le coup, du coup, je vais faire l'autofocus. Et regardez bien, là. La machine, elle est presque relevée. Je ne sais pas quel est le débattement qui reste. Mais là, vous voyez, les 18 mm, ils passent encore, malgré que j'ai mis la grille. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, on n'est pas loin du max. Alors, je fais mon autofocus. Je vérifie qu'on soit bien. Ok, je peux même le déplacer un peu plus par là. Là, je vais descendre la vitesse à 150 mm par minute. La puissance, 100%. On ne va pas faire 10 passages, on va en faire 5 pour commencer. Je vais mettre l'air assist en route. Et on est parti. Premier démarrage du laser. C'est parti, go. Une passe. Voilà, donc je pense pas que ce soit bon. On y est presque, hein. Ah la vache! On y est en fait, hein. Ça, c'est impressionnant. Alors là, je vais refaire un test. Je vais faire un test et je vais le faire avec vous. Je vais d'abord faire une première passe. Ensuite, je vais descendre la tête de 3 mm puisque la machine le permet. Et je vais refaire 2 autres passes. Et je pense que ça devrait suffire. On va voir. Alors, est-ce qu'on est bien placé? Je vais d'abord faire l'autofocus. C'est vraiment pratique ça.
et je commence une passe. Maintenant, je vais descendre la tête de 3 mm et je refais une passe. Puis une troisième. Je vais dégager le laser. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, 3 passes. 3 passes et on arrive au même résultat que tout à l'heure. En 5 passes, il me semble. Non, vraiment, pouvoir déplacer la tête facilement en hauteur pour la découpe, c'est vraiment top. Et en plus, j'ai oublié les racistes, donc le résultat devrait être encore meilleur avec. Bon, il est évident que cette machine est vraiment conçue pour la découpe, ça c'est indéniable, mais avec 20 watts de puissance, on peut très facilement graver. Donc on va faire un petit essai. Je vais prendre un fichier qui se trouve sur la carte SD, c'est le logo du fabricant. Je vais garder les paramètres par défaut qui sont une vitesse de 6000 mm par minute et 20% de puissance. Donc je suppose que c'est plutôt pour du carton qu'autre chose. Mais je vais tester sur du mélaminé et on va voir ce que ça donne. Alors là, on a vitesse réelle. Et voilà ce que ça donne. Franchement, pour une gravure à 20% de puissance, c'est-à-dire à 4 watts seulement, c'est très correct. Je vais refaire un essai à 50% pour voir la différence. Mais là, déjà, c'est pas mal. Bon, du coup, finalement, je suis monté à 50%, mais j'ai aussi accéléré la vitesse. On n'est plus à 6000 mm/minute, mais à 8000 mm/minute. L'intérêt d'avoir une machine puissante, c'est qu'on peut graver plus vite. Et voilà ce que ça donne. Le résultat est meilleur, c'est plus net ici, par rapport à ici, je trouve. Et pourtant, on est allé plus vite. Donc vous comprenez là l'intérêt d'avoir une machine puissante. En gravant fort, on peut graver vite. Donc on gagne du temps pour un résultat pareil, sinon meilleur. Voilà, donc ça dépend des paramètres, mais là pour le coup, c'est la même gravure sur le même support. Donc là, pour rappel, on était à 8000 mm par minute et 50% de puissance. Et ici, on était à 6000 mm par minute et 20% de puissance. Alors, est-ce que ce laser est une bonne machine? Eh bien écoutez, au vu des résultats, des tests, franchement, vous en avez pour votre argent, il n'y a aucun doute. Pour être honnête, je pensais que l'autofocus, c'était un gadget. Je me suis dit que ça allait ajouter du poids au niveau de la tête. Et ça, c'est dommage parce qu'on perd en vélocité, parce qu'on gagne en inertie. Ce qui fait que quand on grave et qu'on passe son temps à faire des allers-retours comme ça, eh ben, ce poids en plus allait nous ralentir et donc on allait perdre pas mal de temps sur une gravure. Mais en fait, pas du tout. Les moteurs sont puissants, le système ici, il est léger. En fait, c'est la tête qui est lourde et c'est pas le mécanisme. Et ça, c'est vrai pour toutes les têtes 20 watts, je pense. Et honnêtement, le fait de faire l'autofocus, non pas avec une cale, mais en cliquant sur un bouton du logiciel, eh ben, honnêtement, c'est confortable et j'aime bien. Et surtout, l'intérêt, c'est que je peux très facilement descendre la tête, par exemple, de 3 mm pour les découpes, et vous avez vu qu'on gagne un temps fou, et c'est pas mal. Et il y a encore un avantage, c'est que la mise au point, elle est précise au 10e près. Alors en quoi c'est important ça? Eh ben, en fait, je me suis rendu compte que quand on place une cale sous la tête, qu'on dévisse la tête, qu'on la descend contre la cale et qu'on resserre, souvent quand on retire la cale est coincée entre le matériau et la tête. Et ça, bien souvent, c'est parce qu'on a tendance à appuyer sur la tête, à serrer. Du coup, la tête est légèrement plus basse que ce qu'elle devrait. Est-ce que c'est important? Non, pas vraiment. Mais moi, j'aime bien les choses précises. Et pour le coup, avec ce système, on est précis et ça me plaît. Un autre point fort de cette machine, que j'ai jamais vu d'ailleurs sur d'autres machines, c'est ça, le chemin de câble. Les câbles sont rangés et ça c'est bien. Pas seulement parce que c'est esthétique,
mais aussi et surtout même parce que ça va participer à la fiabilité dans le temps de la machine. Cette machine, elle va durer plus longtemps sans avoir des pannes dues à des faux contacts ou à des choses comme ça. Pourquoi? Parce que les câbles ne vont pas se promener, ils ne vont pas se fatiguer, on ne va pas les accrocher, etc. Alors, est-ce que cette machine est parfaite? Ah ben non, bien sûr, il y a des choses à revoir. Par exemple, ici, on a 4 galets. Ce sont des galets plastiques, ce ne sont pas des galets métal, déjà, mais surtout, il y en a 4. Ce qui fait que la machine, mécaniquement, elle est hyper statique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous prenez une chaise qui a 4 pieds et que vous la posez, s'il y a un petit déréglage, votre chaise, elle va être bancale. Là, ça va être pareil. Alors que si vous prenez un tabouret ou une chaise qui a 3 pieds, là, forcément, ça sera stable. Et souvent, sur ces machines, on a 2 galets d'un côté et un troisième de l'autre. C'est pour cette raison, principalement. Pas seulement pour des termes d'économie, mais aussi pour le fait que la machine n'est pas montée hyper statiquement. Et donc, elle est plus facilement réglable et elle se dérègle surtout moins facilement. Au niveau de la face avant, on a une plaque pour protéger les yeux. Bon, en fait, elle ne sert pas à grand-chose, parce que la plupart du temps, on est debout et le champ de vision, il est par là. Il faudrait être assis devant la machine sur une table trop grande ou sur une chaise trop petite pour que ce soit efficace. Mais bon, bref, ça a le mérite d'exister. Ici, on a une protection très efficace aussi. Mais tout ça, ça n'empêche pas de porter des lunettes, bien entendu. Au niveau du panneau de commande, on a la connectique sur le côté, et ça j'aime bien. J'ai horreur des connectiques sur le dessus qui passent n'importe où. Ça aurait été dommage d'ailleurs de ranger les câbles et d'en avoir qui traînent ici. Donc ça c'est top. On a le minimum, il n'y a pas d'écran et ça c'est dommage. Et on a un bouton d'arrêt d'urgence. Alors il est un peu cheap, il est en plastique et on a l'impression qu'il ne va pas durer longtemps. Mais il a le mérite d'exister. Ah oui, je vois le chemin de câble ici, j'ai oublié de préciser. Le fait qu'ils aient mis la durite d'air préinstallée dedans, c'est vraiment un plus aussi. C'est dommage d'ailleurs que la pompe à air ne soit pas livrée de série, parce que c'est un élément pour moi indispensable. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Donc la machine est bien équipée aussi, elle est équipée de fin de course, c'est pas le cas de toutes. Au niveau de la finition, c'est franchement pas mal. L'alu anodisé, il est vraiment beau. Il est résistant. Il y a des machines que j'ai griffées rien qu'en les montant. Ici, il n'y a aucun problème, c'est solide. Tous les axes sont millimétrés et ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, ça porte un peu à confusion. Parce que vous voyez, par exemple ici, là, on va jusqu'à 580 mm. On se dit, oh génial, le laser, il est super grand. Mais en fait, la surface utile, elle est que de 410 mm. Vous voyez, le laser, il est ici. On est à fond à droite. Et donc forcément, le faisceau laser, il n'arrivera jamais jusqu'ici. Un petit point pratique, une fois que l'autofocus est fait, on a un débattement entre le bas de la tête et le haut du matériau d'à peu près 3 mm. Ça me fait penser qu'il va falloir que je revoie mes macros, parce que la macro qui fait descendre de 5 mm, elle sert à rien. Bon alors, qu'est-ce qui manque à cette machine, ou qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'elle soit encore meilleure? Et je dis pas parfaite, parce que la machine parfaite n'existe pas. Pas grand-chose en fait. Il faudrait que la pompe à air soit de série, et ça c'est valable pour toutes les machines. Et ça aussi c'est valable pour toutes les machines. Il faudrait d'ailleurs que la pompe à air, elle soit asservie à la graveuse. Comme ça, elle se mettrait en route toute seule et ça éviterait que j'oublie de la mettre en route à chaque fois, parce que ça m'agace. Il faudrait peut-être un bouton d'arrêt d'urgence un peu moins cheap, mais bon, il fonctionne, c'est l'essentiel. Il lui faudrait surtout un écran. Et ça, c'est bien, les écrans, parce que ça rend la machine autonome. Il suffit d'une carte SD et ça fonctionne. L'intérêt, c'est qu'on peut se passer l'ordinateur. Et dans mon garage, qui est plein de sciure et de poussière, c'est pas mal. Et ce qu'il faudrait aussi changer, c'est la focale de la tête du laser. Il faudrait une focale un peu plus longue, c'est-à-dire que la mise au point se fasse d'un peu plus haut. Ça permettrait de pouvoir descendre un peu plus pendant les phases de découpe et de profiter encore mieux de l'avantage de cet axe motorisé. Et puisqu'on est encore dans les améliorations, pourquoi pas remplacer les capteurs fin de course mécaniques par des capteurs fin de course optiques ou inductifs. Ça serait franchement pas mal. Ah oui, un petit détail que j'ai trouvé rigolo. Donc ici, on est sous la tête de laser. Et ici, vous voyez derrière mon doigt, on a une diode pour détecter les départs de flammes. C'est une diode infrarouge en fait, tout simplement. Alors ce système de détection de flammes, il est vraiment pas terrible. On le retrouve souvent sur les machines laser et pour moi, il pose plus de problèmes qu'autre chose. Mais le fabricant y a pensé parce qu'en fait, là, ce que vous voyez, c'est pas la diode, c'est un capuchon. Et si je l'enlève, hop, la diode est dessous. Et en fait, ils expliquent dans la notice que parfois, et c'est vrai, ça m'est déjà arrivé sur d'autres modèles, parfois, donc, si on travaille à la lumière extérieure ou avec des lampes avec une certaine fréquence, le système électronique qui détecte les flammes, là, il ne marche pas du tout. Et donc, il propose un cache pour cacher la diode et donc se passer de l'option, ce qui est une très bonne chose. Il y en a même un petit cache supplémentaire dans les pièces qui restent à la fin du montage.
Voilà, c'est tout pour ce laser. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Moi, pour le coup, il m'a épaté. Si vous êtes venu pour les lasers et que vous aimez ça, alors à ce moment-là, allez voir cette playlist. Si par contre vous adorez le bricolage et que vous êtes déçu de cette vidéo, vous inquiétez pas, on va se calmer avec les lasers. Et en attendant, je vous propose d'aller voir cette vidéo. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!